Et bonjour, j'espère que on m'entend bien. Encore quelques petites modifications de setup, donc n'hésitez pas à me signaler s'il y a des soucis de son. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu fort là. Hop, voilà. Bonjour à tous. Alors je vois qu'il y a déjà quelques connectés, c'est cool. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live puisque j'ai enchaîné un déplacement à l'étranger, puis une semaine où j'étais grippé et clairement pas dans la forme de ma vie pour vous faire un petit live en direct. Mais ça va mieux, donc profitons-en. On s'était laissé la dernière fois avec un sujet qui est, je trouve, plutôt intéressant, celui de la prédiction. Et l'idée, c'était d'utiliser quelque chose dont on n'a peut-être pas énormément l'habitude, en tout cas dans la sphère SEO, avec la librairie XGBoost. Mais en réalité, on n'avait pas fait autant de choses que prévu. Voilà, donc on va reprendre ça aujourd'hui. Je voulais commencer par faire quelques petites actions de maintenance et d'optimisation, on va dire, de notre setup, mais pour rien vous cacher, j'ai absolument pas eu le temps de préparer tout ça aujourd'hui, puisque j'ai juste enchaîné les réunions. Peu importe, on va passer dès maintenant dans le vif du sujet et reprendre nos pérégrinations là où nous étions. Et du coup, comme je le disais, donc là, il y a quelques semaines, 3 semaines je crois maintenant, on avait commencé avec ce notebook de prédiction de trafic avec XGBoost. Alors je vais réexécuter les éléments, mais pour rappel, on était allé chercher le trafic de Wikipédia France de 2019 à 2023, donc sur 4 ans à peu près. Et puis on avait déjà commencé à regarder un petit peu à quoi ressemble le trafic, est-ce qu'on voit ou pas un impact de confinement, etc. Est-ce qu'il y a des dates un peu extraordinaires, on va dire, à exclure, donc ce qu'on appellera des outliers, pardon, et puis également quelques petites idées, et puis on avait commencé également à découper notre dataset en deux, donc un élément d'entraînement et puis un élément de test. L'idée étant évidemment d'entraîner un modèle avec nos données d'entraînement et ensuite de juger de la pertinence de ce modèle-là en comparant ce que le modèle prédit avec ce que on a pu observer sur les dernières données en termes de date ici. Et puis ce sur quoi on s'était laissé, c'est surtout cette partie de création de features. Donc l'idée en fait c'était de partir de cette simple liste avec les dates et les nombres de pages vues pour chaque date et d'enrichir tout ça avec des données complémentaires, c'est-à-dire notamment des données du type quel est le jour de la semaine, quel est le jour du mois, quel est le jour de l'année. Est-ce que cette journée correspond à une date de vacances scolaires pour les zones A, B ou C en France métropolitaine? Est-ce que c'est un jour férié, donc bank holiday, et puis ce genre d'infos-là. Et pour ça, on s'était servi de deux librairies qui sont proposées notamment sur data.gouv.fr. Donc si vous ne connaissez pas cet excellent site-là, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous verrez qu'il y a énormément de datasets et d'outils en général qui sont proposés de manière gratuite et totalement open source sur plein d'informations, y compris des choses qui peuvent être plus ou moins pertinentes dans le cadre du SEO. Je pense notamment à des listes de villes enrichies avec de la population, etc., etc. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Donc, je vous encourage à aller sur data.gouv.fr pour faire un tour de tout ça et regarder ce qui peut vous intéresser.
Et du coup, on trouve notamment des informations sur le calcul des dates de vacances scolaires et des dates de jours fériés, avec donc ces deux librairies qui nous permettent assez facilement, étant donné une date, de savoir si ça correspond ou pas à une date de vacances, un jour férié, etc. Voilà, et en fait on s'était arrêté là. Alors, pour rien vous cacher, j'avais également en tête de me servir des phases de la Lune, parce que j'ai trouvé entre-temps une librairie qui propose ça, et je trouvais que c'était marrant. Mais on fera peut-être ça dans un second temps, on va dire. En tout cas, on va pas pouvoir le faire tout de suite. Alors je suis juste en train de rechercher mes notes, parce que j'ai des notes. Je suis quelqu'un parfois un peu organisé. Et là, je les retrouve pas. Je sais pas ce que j'en ai fait. Alors, je vais juste vous demander une petite seconde, le temps de relancer ce qu'il me faut. Hop. Les aléas du direct, comme on dit. Hop. On va y arriver. Voilà. Parfait. Alors, faut juste que je me remette au bon endroit maintenant. Voilà. Ok, alors. Ce que je vous propose, c'est déjà de réexécuter le code pour repartir sur quelque chose de propre. Hop, donc on va... je vais peut-être aller un peu moins vite sur ça, mais du coup, je vais me servir du menu kernel ici, qui nous permet de gérer le noyau qui exécute notre code dans le notebook, et qui nous permet du coup de relancer quand on le souhaite le noyau. Et on a plusieurs manières de relancer. On peut simplement faire une interruption, une relance. On peut faire une relance et réexécuter toutes les cellules. Et on peut surtout réexécuter et effacer les sorties, ce qui est ce que je fais en général. Et surtout, ça va nous permettre de repasser sur chacune des cellules et regarder s'il n'y a pas des choses qu'on peut un petit peu corriger par rapport à ce qu'on a fait. Donc c'est parti. Alors, donc, pour les imports, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On peut importer toujours nos données, pas de souci. Toujours un petit peu lent à redémarrer ces outils-là, mais ça va venir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça... Ah, voilà. Je trouvais ça très très lent. Donc on a bien importé nos différentes dates et les pages vues correspondantes. Alors, ce qu'on peut peut-être faire par rapport à notre plot de tout à l'heure, c'est lui configurer une taille. Par exemple, allez, on va faire un truc simple, on va dire je veux un graphe en 16 neuvième. Et voilà, ça me fait un graphique en 16 neuvième. C'est un petit peu plus joli, un peu plus lisible que ce qu'on avait tout à l'heure, qui était un peu plus condensé. Évidemment, en jouant ici avec les dimensions, on peut faire quelque chose de plus adapté. Donc ici, par exemple, quelque chose d'un peu plus vertical, on va dire. Et à l'inverse, si je veux faire quelque chose de plus horizontal, voilà ce que ça pourrait donner. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser dans chacun de nos graphiques. Et typiquement sur notre histogramme ici, on voit peut-être de manière un peu plus visible nos fameux outliers. Sachant que, pour rappel, ces outliers, alors on s'était posé la question pour ceux qui étaient là, et pour les autres, n'hésitez pas à aller voir le replay, vous aurez plus d'infos, mais on s'était posé la question de quelles étaient ces dates-là. On a des dates qui sont en janvier de l'année 2023, donc probablement qu'en réalité on est sur non pas forcément des outliers à proprement parler, mais surtout une progression du trafic de Wikipédia, et donc quelque chose qui va devenir la norme dans quelques semaines. Et puis par contre, on avait une date qui était un peu à part du reste,
cette date du 13 octobre 2022. Et le réflexe qu'on avait eu, c'était d'aller regarder si on pouvait trouver en fait des infos sur ce qui s'était passé ce jour-là pour savoir si on pouvait interpréter ou expliquer en tout cas les raisons pour lesquelles Wikipédia faisait beaucoup de trafic ce jour-là. Ce qu'on a fait dans la cellule suivante, en fait, c'est isoler les quelques dates avant et après cette date-là pour regarder si c'était une tendance particulière ou pas. Et effectivement, bon, on a l'air d'avoir quelque chose d'assez exceptionnel, on va dire. Alors, en fait, à ce stade-là, pour l'instant, on va laisser ça comme ça, mais la question, ce serait de se dire, est-ce que ces outliers, donc ces dates sur lesquelles on a des performances exceptionnellement élevées, ou à l'inverse, si on se penchait sur le bas du graphique ici, des performances exceptionnellement basses, est-ce que c'est important ou pas de les inclure dans notre entraînement pour notre modèle de prédiction? Mais du coup, ce sera un bon cas d'école justement que d'aller regarder si ça améliore ou si ça détériore les performances de nos prédictions. Ensuite, on était rentré dans des choses un peu plus concrètes, notamment avec le fait de séparer notre dataset en deux parties, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire une partie ici en bleu qui va nous servir à entraîner notre modèle, et puis une partie en orange qui va nous servir à tester le modèle. Alors ce que je pourrais faire aujourd'hui, puisque il s'est passé 2 semaines depuis, c'est aller chercher des données peut-être un peu plus fraîches pour avoir encore plus d'informations. Mais ça fait partie des choses qu'on pourra essayer de faire ensuite, ou en tout cas on pourra se servir de nos données encore nouvelles pour regarder encore plus dans le détail si notre modèle de prédiction il est pertinent ou pas. On verra ça tout à l'heure. Cette fonction ici qui nous sert à ajouter nos features classiques, on va dire, à notre data frame, bon, rien de bien méchant. On va se servir de notre index qui est sous format de date, donc datetime en Python, parce que ça nous permet d'accéder très très facilement justement à ces infos de jour de la semaine, jour du mois, jour de l'année, semaine de l'année, mois, trimestre et année. Et donc on peut comme ça très très facilement enrichir notre dataset. L'avantage également de ces fonctions-là, c'est que c'est des valeurs numériques qui nous sont retournées, donc on n'a pas de questions à se poser sur une éventuelle traduction entre guillemets ou un casting de valeurs catégoriques dans des valeurs numériques qui pourront être comprises par notre algorithme de prédiction. Et puis on a ici une fonction qui est très très similaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est en fonction des dates qu'on nous donne d'aller vérifier s'il s'agit de dates de vacances ou de dates de jours fériés, puisque je pense que si vous travaillez dans le monde du SEO ou de l'acquisition de trafic sur le web en général, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que ça peut avoir un impact relativement important sur la manière dont les internautes vont interagir avec le web, on va dire. On pourrait enrichir également de cette manière nos informations, peut-être avec des dates type les dates de confinement, etc. Ça fait partie peut-être des choses qu'on pourra essayer de faire par la suite pour essayer d'améliorer encore notre modèle. De manière générale, par rapport à toutes ces features, donc toutes ces colonnes ici qu'on rajoute pour enrichir nos données, alors c'est toujours un peu compliqué de savoir où s'arrêter, mais globalement, il vaut mieux en avoir trop que pas assez et se dire, on verra par la suite comment, mais se dire, ok, quel est le nombre de features, ou en tout cas quelles sont les features qui sont vraiment importantes et qui ont un impact par rapport à
mon sujet. Mais du coup, il y a plein de choses qu'on peut envisager. Alors, j'ai parlé de date de confinement, j'ai parlé un peu pour rire, mais mine de rien, ça peut peut-être avoir un intérêt de s'intéresser aux phases de la Lune. Et puis, un autre truc assez classique, ça va être par exemple la météo. Et puis ensuite, vous pouvez également enrichir ça avec des données personnelles, on va dire, notamment si vous travaillez sur votre propre site par exemple ou sur des sites que vous connaissez bien, peut-être intégrer les événements particuliers tels que des mises en prod techniques, des passages télé par exemple s'il y en a ou ce genre de choses-là. Je pense que ceux qui ont eu l'expérience de passer au journal de 20 heures par exemple sur une grande chaîne nationale savent que ça peut avoir un impact assez notable sur le trafic qu'on va générer. Voilà, donc on s'était arrêté là. Et la prochaine étape par rapport à tout ça maintenant, ça va être de faire pour de vrai de la prédiction. Bon, on pourrait affiner un petit peu notre comment dirais-je, notre préparation, mais on n'est pas obligé d'aller énormément dans les détails à ce stade. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre en fait notre séparation ici de dataset en deux. Hop. Là, je vais rajouter une petite colonne, une petite cellule, pardon, pour dire que je crée des features. Et je vais coller mes deux cellules ici. Voilà. Du coup, en fait, pourquoi je fais ça? Parce que quand j'ai créé tout à l'heure mes deux datasets train et test, en fait, j'avais pas encore ajouté mes features, donc c'est bien intéressant, mais autant réutiliser les mêmes features. J'aurais pu me servir des fonctions que j'ai définies ici, mais après tout, pourquoi exécuter deux fois la même fonction? Le seul problème que je vais avoir, c'est que je pense que mon graphique va pas fonctionner correctement. Ça a pas l'air de tellement l'embêter. Mais par contre, il me met quand même des courbes ici. Et en fait, tout simplement, il faut que je me serve de la colonne page views. Et je pense qu'avec ça, ce sera mieux. Voilà, parfait. Voilà, donc tout ce que j'ai fait simplement, c'est reprendre exactement le code de tout à l'heure. Sauf que puisque j'ai plus de colonnes dans mon dataset, puisque j'ai rajouté toutes les colonnes qui sont ici et sur la droite, je lui spécifie bien que ce que je veux tracer dans mon graphique, c'est simplement les pages vues qu'on a dans la toute première colonne. Voilà, bon, rien de bien méchant jusqu'à maintenant. On va quand même devoir se poser la question de qu'est-ce qu'on veut prédire. C'est-à-dire que dans mon dataset, j'ai un certain nombre de colonnes ici. Mon algorithme de prédiction, lui, il peut pas deviner que ce que je veux cibler comme prédiction, c'est la première, c'est la colonne page views. Et du coup, traditionnellement, on va créer en fait deux listes de colonnes. Une première qu'on va appeler features. Alors, on le met en majuscule comme si c'était une variable globale, mais peu importe. Je vais pas expliquer maintenant ce que c'est qu'une variable globale. Alors, notre target, comme je l'ai dit, c'est page views. Et nos features, ça va être en fait le reste de la liste. Et pour ne pas m'embêter, je vais en fait tout simplement lui demander de m'afficher la liste des colonnes de mon dataset train par exemple, récupérer la liste et l'intégrer ici directement. Alors, il faut quand même que je lui indique que là il y a des sauts de ligne, histoire qu'il ne pète pas les plombs. Et normalement, si j'exécute ça, voilà, pas de souci.
Donc en gros, j'ai simplement fait une liste avec les colonnes que je considère être des features, c'est-à-dire des éléments que je vais pouvoir utiliser pour enrichir mes prédictions, on va dire. Et puis bien spécifier la cible, c'est-à-dire la colonne que je souhaite prédire. Maintenant, je vais en fait splitter mes deux datasets train et test en deux. Je vais en créer un que je vais appeler xtrain, qui va en fait être tout simplement le... Pardon, je perds le fil de mes pensées. Donc le xtrain, en fait, ça va être le dataset d'entraînement avec les colonnes de features. Et puis, on va également créer un ytrain avec... Si j'oublie le égal, ça ne marche pas, avec notre target. Donc en gros, en fait, on va simplement fournir ça à notre algorithme pour l'entraîner en lui disant voilà les données dont tu peux te servir pour t'entraîner et puis voilà les données que tu dois être capable de prédire. Et on va faire la même chose en fait pour le test, c'est-à-dire exactement la même chose, mais on va remplacer train par test. Je vais y arriver, voilà. Donc ici, encore une fois, rien de bien méchant, on a simplement créé 4 datasets supplémentaires, 4 dataframes qui sont simplement des sous-sections du dataframe principal. Et c'est là où on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va créer un objet via notre librairie XGBoost. Donc pour rappel, XGBoost, c'est cette librairie qu'on a importée au début, qu'on a appelée XGB. Et en fait, dans XGBoost, alors il y a énormément de choses. Je crois qu'on avait regardé un petit peu la documentation la dernière fois. Mais on va notamment... Bon, alors il y a plein de trucs d'installation, etc. Qui nous intéressent assez peu. Mais nous, on va se servir d'un modèle qui est en fait un régresseur. Donc on va faire ni plus ni moins qu'une régression linéaire. J'espère que je me suis pas trompé dans l'orthographe. Oui, c'est bien ça. Alors, on va lui indiquer pas mal de variables. Je vais pas rentrer dans le détail de tout ça parce que c'est des choses qui sont pas forcément super importantes à ce stade et que vous pouvez expérimenter un petit peu, on va dire. Mais pour m'interrompre un peu et regarder la documentation, c'est là qu'il aurait fallu que je clique. Alors je sens que je vais avoir du mal à retrouver mon régressor là-dedans. Voilà, on va demander à Google, ça ira plus vite. Voilà, donc comme très souvent, vous allez retrouver dans la documentation toutes les valeurs possibles des différents paramètres et ce que ça veut dire. Donc par exemple, là je viens de rentrer le paramètre booster. Donc c'est en gros quel est le type de modèle, on va dire, qu'il va falloir utiliser en arrière-plan pour faire notre régression. Il y a plein d'autres paramètres, mais je vous laisserai. Pardon. Décidément. Bon, je dis que je suis plus malade, mais c'est pas entièrement vrai. Je vous laisserai aller détailler la documentation parce que, comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup et on rentre dans des choses qui parfois sont
j'avoue, au-delà de mon niveau de compétence. Ce qu'il faut, c'est, de mon expérience en tout cas, comprendre globalement quels sont d'une part les paramètres qui vont vous importer, et d'autre part, comment les configurer. Et alors, il y a certes de la lecture de documentation, mais il y a également un peu de trial and error, comme on dit en anglais, c'est-à-dire d'essais et d'échecs pour apprendre. Alors, je vais quand même détailler un tout petit peu certains des paramètres. Alors, le premier, c'est le nombre d'estimateurs, comme son nom l'indique ça, très certainement. En gros, tout simplement, ça va être un peu le nombre de... Comment dire? Alors, je suis en train de me demander comment il l'indique dans la... Ah. Bah alors... Je suis en train de me demander comment il l'indique dans la doc, parce que j'ai un peu un doute. Et en fait, je le vois pas dans la doc, donc ça me... Ah, voilà. Peut-être là. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. En gros, l'idée de XGBoost, c'est que on va créer des forêts plutôt que de simples arbres de décision. Et du coup, l'idée avec N-Estimator, c'est d'indiquer le nombre d'arbres qu'on souhaite créer. Alors, je pense que s'il y a des gens qui sont un peu plus experts que moi et qui regardent ce live, ils doivent s'arracher le peu de cheveux qui leur reste. Mais c'est à ce moment du live où je me rends compte que je suis en fait beaucoup moins en forme que ce que je pensais, et ça devient compliqué d'expliquer des trucs en live quand on est un peu fatigué. Pour rien vous cacher, je crois que j'ai fait 4 heures de réunion avant de lancer ce live, et 4 heures de réunion en visio, c'est un petit peu trop pour un humain normalement constitué. Bref, je vais continuer à paramétrer mes... Hop, voilà, mes options. Donc en gros, là j'ai créé un objet XRegressor, enfin XGB Regressor plutôt. Je lui ai donné un certain nombre de réglages. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à jouer un petit peu avec ces réglages-là, mais vous allez vite comprendre qu'est-ce qui peut apporter ou pas des choses. Surtout, ce qui va nous intéresser, c'est deux fonctions qu'on va retrouver très très souvent dans ce genre de schéma, on va dire. La première, c'est fit, et la suivante, souvent, ça va être transform, mais ça dépend un peu des modèles, et ici, pour le coup, ce sera pas transform. En tout cas, avec fit, on va simplement lui envoyer nos données d'entraînement, donc qui sont nos deux premiers datasets qu'on a créés ici, c'est-à-dire celui où on a simplement les valeurs qui vont nous permettre d'éventuellement essayer de prédire des choses, et puis celui où on a les données qui ont été effectivement observées. Et on va également lui indiquer un paramètre eval7 qui va être en gros son dataset d'évaluation, on va dire. Et en fait, cet eval7, ça va être la liste de à la fois notre dataset complet, donc avec les deux sous data frame, pardon,
d'entraînement, et également, puisque on sait que c'est des vraies valeurs, la même chose avec notre dataset de test. Voilà, et puis je vais finir par, histoire que ce soit un peu joli, lui dire que je veux qu'il m'affiche des infos toutes les 100 itérations. Donc en gros, je vais pas rentrer trop dans les détails de... Ah, qu'est-ce qui se passe? De l'exécution, mais en gros l'idée c'est de lui dire que chaque fois qu'il essaie de raffiner son modèle, je veux que il m'affiche quelque chose de visuel. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Data frame dtypes must be int, float, pool or category. Ah, on a week of year qui est pas au bon format. Alors, c'est étonnant. Pourtant, moi, ça m'a bien l'air d'être des entiers, ces chiffres-là, mais... Est-ce que ça marche? Ouais. Ok, alors ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va revenir un peu en arrière. Et dans notre fameuse fonction ici, on va rajouter ça pour transformer en entier cette colonne-là. Donc on va devoir réexécuter notre... enfin, une partie de notre code en tout cas. Voilà, mais ça devrait fonctionner un peu mieux maintenant. Et voilà, donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, il nous affiche toutes les 100 itérations, où est-ce qu'il en est, et notamment il nous affiche des valeurs qui sont assez intéressantes pour nous parce que en fait c'est une manière de savoir à quel point il se rapproche de quelque chose de comment dire, de cohérent par rapport à ce qu'on lui donne comme données d'entraînement. Donc l'idée en gros c'est qu'il va calculer une erreur moyenne, on va dire, et l'objectif évidemment c'est de faire baisser au maximum cette valeur là. Alors là en gros je lui ai dit de faire 1000 hands et en gros il s'est pas arrêté. Alors l'objectif en général c'est de réussir à trouver des paramètres qui font que il finit par s'arrêter avant la limite qu'on lui aura indiquée ici, parce qu'il considère que s'il continue à essayer d'affiner et de trouver les meilleurs réglages de l'algorithme, en fait ça ne contribue plus à améliorer la précision de l'algorithme. Donc là, une des premières choses qu'on peut faire, c'est relancer en augmentant le nombre d'itérations peut-être. Et voilà, donc là c'est exactement ce qui vient de se passer. En gros, il s'est arrêté à l'itération 1463 ici. Alors je sais jamais exactement parce que j'ai toujours un petit doute. Mais en gros, ça peut vouloir dire deux choses. Soit en réalité l'itération 1464 donne une moins bonne note ici, ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire que 1463 donne une note légèrement moins bonne que celle qui était trouvée précédemment. Je pense que c'est plutôt cette deuxième solution, mais bon, peu importe. En tout cas, l'idée c'est que dès lors que il considère que il est en train de s'éloigner du modèle, il s'arrête et il nous propose d'utiliser le modèle tel quel. Alors, ce qu'on peut évaluer également, c'est que là, du coup, on a une erreur qui est aux alentours de 600 000. Ça peut paraître beaucoup. Après, c'est toujours quelque chose qu'il faut mettre en relation avec
les valeurs qu'on essaie de prédire, parce que les valeurs qu'on essaie de prédire, on est sur ici par exemple 23 millions de pages vues. Donc finalement 600 000 pages vues en plus ou en moins par rapport à 23 millions. Certes c'est relativement important, mais si je fais le calcul rapidement... Voilà, on est de l'ordre d'une erreur de 2,5-2,6%. C'est pas non plus la mer à boire, quoi. Bon, ça je peux le supprimer. Donc ça c'est bien intéressant, ok. On a créé un modèle qui nous permet de faire de la prédiction, on va dire. Et surtout, un des premiers trucs qu'on va pouvoir commencer à faire, c'est regarder finalement qu'est-ce qu'il nous a prédit. Donc, on va pouvoir se créer un... Donc, juste pour rappel, j'ai ce dataframe test qui contient toutes mes données qui n'ont pas servi à l'entraînement du modèle, donc à partir ici du 1er janvier. Je vais lui créer une nouvelle colonne dans laquelle je vais en fait tout simplement réutiliser mon data frame de test et lui dire de prédire les valeurs pour ces tests là. Et du coup si je fais ça, hop, tout simplement. Ok, alors il me dit que je suis en train de faire des choses pas très propres, mais bon, ça ne pose pas vraiment de soucis. Et on peut voir que donc là j'ai une colonne avec des valeurs de prédiction qui me sont proposées. Alors je trouve que les valeurs sont un peu étranges et si on compare avec visuellement avec les valeurs qu'on a dans notre première colonne, alors je peux peut-être, pour que ce soit plus facile, n'afficher que ces deux colonnes d'ailleurs. Voilà, on a quand même des écarts qui visuellement m'ont l'air assez importants et je pense que notre modèle est un peu pourri, hein, on va pas se le cacher, mais on verra comment on peut réussir à peut-être l'améliorer. Alors c'est vraiment exploratoire, hein. Je n'ai pas du tout travaillé particulièrement sur ces infos là, donc on va voir ce qu'on arrive à faire ou pas, mais peu importe. En tout cas, si on voulait afficher les choses de manière un peu plus jolie, on pourrait réintégrer ces données dans notre data frame initial. Donc on va faire un simple merge. Là, la seule chose que je fais, c'est que, en gros, je lui indique bien que donc je veux merger mon data frame initial DF avec ma nouvelle colonne de prédiction dans mon data frame de test, en me basant sur les index qui sont dans mon data frame de gauche, c'est-à-dire DF ici. Et ensuite, left index et right index, c'est simplement pour lui dire que la colonne de jointure dont il doit se servir, c'est l'index dans les deux cas. Donc si je fais ça, tout simplement, on va voir que j'ai ma nouvelle colonne prédiction qui apparaît avec aucune valeur au début parce que j'ai pas de prédiction. Et puis pour les dernières dates, je retrouve les mêmes valeurs de prédiction que ce que j'avais déjà ici. Donc ça, c'est déjà une première étape, pardon. Je vais pouvoir aller un peu plus loin et par exemple, on pourrait se faire un petit graphique. Donc, je vais faire un graphique un petit peu plus compliqué que d'habitude parce que je crois que j'avais mis 18,8 tout à l'heure. Là, l'idée, c'est de pouvoir réutiliser cette valeur AX pour, en plus de ma première courbe ici, rajouter mes prédictions.
Donc je vais pouvoir tout simplement faire ça avec toujours la fonction plot en lui disant que l'axe que je veux utiliser c'est ma variable AX et éventuellement je peux aussi lui dire tiens mets-moi des étoiles. On va regarder ce que ça donne avec des étoiles. Tiens. Hop. Et donc là je vois que j'ai des petites étoiles qui sont apparues. Alors c'est moche avec des étoiles. On va mettre des points, ce sera plus joli. Voilà, donc là on a des petits points qui sont apparus et qui sont en fait les valeurs de prédiction proposées par mon algo. Je pourrais améliorer un petit peu ça en rajoutant par exemple une colonne un petit peu plus sympa, voilà, une légende pardon, donc là voilà, j'ai amélioré ma petite légende, et puis ça je pense que maintenant vous savez le faire, mais je pourrais rajouter également un titre, etc. etc. Bon, peu importe. En tout cas, la première conclusion, et je vais essayer de parler d'autres choses, et je pense que on verra plutôt une prochaine fois comment raffiner notre modèle, mais la première conclusion c'est que notre modèle il a quand même pas l'air très précis. Ce que je pourrais faire éventuellement pour regarder ça de manière un peu plus précise, c'est essayer de filtrer. Alors je me rappelle plus exactement comment j'ai fait tout à l'heure, mais essayer de filtrer en fait sur vraiment les dernières dates pour zoomer en fait tout simplement. Et ça je l'ai fait là, voilà. Donc je vais faire exactement la même chose ici. Donc si je zoome à partir du 1er janvier, dans les deux cas, hop, est-ce que ça marche? Oui. Voilà, donc là j'ai la projection des deux courbes, et en fait, bon, je disais que c'était pas fou. Alors j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit décalage en termes de jours de la semaine, mais il faudrait vérifier. Mais finalement, alors c'est pas très bon sur le tout début janvier, mais par contre au mois de février, c'est pas si mal. J'ai l'impression qu'il y a un décalage d'une journée, mais il faudrait rentrer un petit peu dans les détails. En tout cas, voilà comment on peut zoomer sur les valeurs qu'on a prédites. Et alors là, je pourrais même me contenter de faire ça. Et voilà, on a du coup quelque chose d'un peu plus cohérent visuellement. Voilà, donc il faudrait creuser un petit peu. Typiquement, pourquoi on a ici un écart? Alors, je pense que c'est en date du 30 janvier. Est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que mes pics, finalement, qui ont l'air de correspondre plutôt à des débuts de semaine, si je me trompe pas, ils sont bien aux bons endroits? Ça reste de la prédiction, donc on peut voir qu'on est souvent assez éloigné des réalités. Et notamment, alors il y a probablement une explication hein, au fait qu'on ait autant d'écart ici entre le début de l'année 2023 et puis ce que notre algorithme a prédit. Mais bon, finalement, on a quelque chose qui, sur la durée, est peut-être pas si incohérent que ça. Et je pense qu'on essaiera par la suite de voir si, en projetant encore un peu plus nos prédictions, on arrive à quelque chose d'un peu plus cohérent. Ce que je voulais vous montrer en tout cas, avant d'aller plus loin, c'était surtout qu'une fois qu'on a fait ces prédictions-là, bah, on a d'autres informations qui nous sont données par notre algorithme et du coup par notre régresseur ici. Puisque je vais pouvoir par exemple lui demander par rapport à toutes les fameuses features, donc toutes les données complémentaires que j'ai indiquées, qu'est-ce qui est important ou pas. Donc je peux tout simplement afficher
voilà, Feature Importances, qui est un des attributs de mon objet. Et là, bon, bah, le souci, c'est qu'en fait, j'ai juste une liste, donc c'est pas très pratique à utiliser, on va dire. Mais en tout cas, ça me classe, enfin, ça m'indique pour des features qui sont dans un ordre qui, en théorie, est celui des colonnes que j'ai fournies, quelle est leur importance relative. On peut faire les choses de manière un petit peu plus jolie, on va dire, tout simplement en créant un data frame dans lequel on va lui donner comme data ce fameux reg.featureImportances et on va prendre comme index les noms en fait de ces features là, et puis on peut même puisqu'on y est, lui dire que notre colonne elle s'appelle importance. Et donc si si j'affiche ça, déjà là on a quelque chose d'un peu plus actionnable, puisque ce qu'on peut voir c'est que les features les plus importantes a priori c'est le jour de l'année ici par exemple, l'année également. Hop. Et en fait je pourrais même faire simplement... Ah oui, alors il faut quand même que je lui précise par quoi je veux trier, mais voilà, je pourrais simplement trier par ordre inverse d'importance et avoir cette liste-là. Donc ce qu'on peut voir, c'est que finalement, ma donnée ici de trimestre a pas du tout été importante et du coup pas utilisée. Et puis plus on remonte, alors on peut voir que finalement le fait d'être un jour de vacances dans les zones A, B ou C, ça n'a pas l'air très pertinent non plus. Les jours fériés commencent à avoir peut-être un petit peu d'importance. Ce qu'il faut avoir en tête dans tout ça, c'est que c'est une importance qui est relative, donc c'est toujours un petit peu difficile, je trouve, d'interpréter ces données-là. Mais en tout cas, ça peut déjà vous donner un ordre de grandeur par rapport à qu'est-ce qui compte ou pas dans un dataset en termes de données à utiliser ou pas pour ces prédictions. Maintenant que j'ai dit tout ça, on va avoir une problématique qui est celle de se dire que on a quand même des prédictions qui sont relativement éloignées de la réalité. Alors je pense que si je zoomais un petit peu sur une période similaire, j'aurais probablement des tendances assez qui se reproduisent, on va dire, d'une année sur l'autre. Alors encore une fois, je sais plus qui disait ça dans le chat la dernière fois, mais on est en train d'analyser une période compliquée, puisque de 2019 à 2023, on a quand même l'arrivée de la fameuse année 2020 notamment, et du coup du Covid. Mais du coup, ça me fait préparer finalement le live de, je pense, la semaine prochaine. C'est comment on peut essayer d'améliorer la précision de tout ça, notamment avec plusieurs pistes. Alors je sais pas si vous avez déjà des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager et on verra ce qu'on peut réussir à en faire. Grosso modo, il y a des ficelles, on va dire, auxquelles on pense assez souvent. J'ai parlé tout à l'heure de la météo, j'ai parlé de dates personnalisées, on va dire, en fonction d'actualités personnelles ou pas. Sur un site comme Wikipédia ici, puisqu'on est sur Wikipédia, on pourrait également essayer de regarder si on peut pas trouver des données complémentaires du type peut-être quels sont les volumes de pages qui ont été mis à jour, ou
ou publié de jour en jour. J'imagine que c'est une donnée qu'on pourrait retrouver également. Et puis on a également un autre levier qui malheureusement n'est pas toujours facile à activer, mais qui en général est quand même plutôt pertinent, c'est que là j'ai pris un historique qui date de début 2019, je crois que c'était à partir de février 2019, mais j'ai plus d'informations qui me sont disponibles dans les données que me fournit Wikipédia, donc je pourrais en fait avoir un dataset d'entraînement plus important, avec plus d'années, plus de dates. Et en général, ça c'est quand même une bonne manière de raffiner la précision de nos modèles que d'augmenter tout simplement la quantité d'informations d'entraînement. On a également une autre problématique, c'est que là on a fait de la prédiction sur des dates qui en fait sont déjà passées. Comment on peut faire pour créer... pour prédire l'avenir, on va dire. Ça, pour le coup, je pense qu'on a le temps de le faire dès maintenant. Hop. Et en fait, pour ça, on va devoir créer un dataset de nos dates futures, en fait. Pour ça, on peut notamment se servir des fonctionnalités de gestion de dates dans Pandas qui sont ce qu'elles sont. Je suis pas un grand fan, mais du coup, alors, avant de faire ça, il faut quand même que je me rappelle quelle est la dernière date dans mon data frame ici, c'est le 21 janvier. Le 21 février, pardon. Donc moi je vais dire que je parle par exemple du 22 février. Je veux aller jusqu'à, je sais pas, on est le 15 mars. Donc 2023, 03, 15. Et puis je veux une fréquence de date qui va être d'un jour. Hop, et du coup si je fais ça, en fait, ce que je pourrais faire, je pense, plutôt que cette... Voilà, donc là j'ai créé un data frame qui a comme index cette liste de dates. Donc on doit avoir à peu près 3 semaines. Et il n'y a rien d'autre. Je pourrais l'améliorer un petit peu en lui disant par exemple que mon index il s'appelle date, c'est un petit peu plus joli. Voilà, et surtout ce que je vais pouvoir faire c'est appliquer mes fameuses fonctions tout à l'heure que j'ai créées de création de features. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez, j'ai créé deux fonctions qui sont set features pour récupérer avec la date, le jour de la semaine, le jour du mois, etc. etc. Et puis j'ai également set holidays pour la même chose avec les jours fériés et les dates de vacances scolaires. Donc en fait, je peux appliquer ces deux fonctions sur mon dataset futur. Et donc là, j'ai le même genre de dataset que mon dataframe DF initial, sauf que il me manque ma fameuse colonne page views que je cherche à prédire. Mais du coup, je vais pouvoir remplir cette fameuse colonne en lui disant que ma colonne prediction, je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé tout à l'heure, dans DF.
prediction, voilà. Je veux la remplir comme tout à l'heure avec mon range de date pardon, ici, et surtout avec mes valeurs qui sont ici. Donc en fait, tout simplement, puisque j'ai tout à l'heure fait l'exercice, voilà, donc je réutilise ma variable features en majuscule de tout à l'heure qui listait en fait toutes les colonnes qui contiennent une feature, pardon, compliqué entre futur et feature, voilà, mais en tout cas, j'ai simplement fourni des dates qui sont des choses sur lesquelles je suis capable de calculer où sont les dates de vacances scolaires, etc. Donc là, par exemple, on voit de semaine en semaine les fins de vacances scolaires des zones B et C. Donc c'est facile parce que c'est des choses qui sont faciles à prédire. Je parlais tout à l'heure d'enrichir un dataset avec des données de météo, avec des données de mise en prod, etc. Ça, c'est des choses qui sont plus compliquées à envisager. Alors, sur les météos, on peut se servir des normales saisonnières, ce genre de choses-là, mais ça restera beaucoup moins précis que la réalité, évidemment. En tout cas, ça ne nous empêche pas d'avoir une prédiction ici. Et du coup, alors, puisque on est sur des données... des données prédites, mais sur des dates qui en fait ont déjà eu lieu, je vais pouvoir, je pense la semaine prochaine, vu l'heure qu'il est, regarder si mes prédictions sont cohérentes ou pas. Et puis surtout, on verra également la semaine prochaine comment je peux rapatrier ces infos-là qui sont dans un data frame particulier dans mon data frame initial, ou en tout cas faire en sorte d'avoir un graphique qui me permette, comme on l'a fait tout à l'heure, d'avoir mes deux courbes en parallèle en fait. Voilà, donc là vu qu'il est déjà 18h et que ça va être compliqué de se lancer dans d'autres trucs à cette heure-ci, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Merci à ceux qui étaient là pendant le live, même si encore une fois vous êtes plutôt timide dans le chat. N'hésitez pas à parler un peu la prochaine fois, je me sentirai moins seul. Merci à ceux qui vont regarder également tout ça en replay. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses sur lesquelles mes explications n'ont pas toujours été très claires, j'imagine qu'il y en a pas mal. Et puis la semaine prochaine, on verra comment on peut réussir à affiner un petit peu notre modèle pour faire en sorte qu'il soit peut-être un peu plus précis, un peu plus fiable. Si vous avez des cas sur lesquels vous voudriez tester ça, n'hésitez pas à le faire, et voire même à me contacter si vous voulez qu'on le fasse en live, ce sera peut-être l'occasion également d'intervenir. Et puis la semaine prochaine, on essaiera également, je pense, de faire un peu de maintenance, on va dire, ou en tout cas je voulais vous montrer, et j'ai pas eu le temps de préparer ça pour cette fois-ci, je voulais vous montrer quelques outils qui vont nous permettre également d'améliorer notre workflow, on va dire, notamment pour regarder qu'est-ce qui est efficace ou pas, et qu'est-ce qui peut nous permettre de gagner du temps. Voilà, en tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à commenter, partager et vous abonner. Je dis ça comme les youtubeurs et les streamers, mais c'est surtout que si vous avez des retours, moi je suis vraiment preneur de tout ça. Je vous remercie, et puis je vous dis bonne soirée, et puis à la semaine prochaine.